Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous, comment vous portez-vous? Bien, je parie. Excellente semaine à toutes et à tous, excellentes conditions d'écoute à vous, chers auditeurs et auditrices. Eh bien, Dingue de Sport de ce lundi 13 décembre 2021 évoque la journée 1 de la D2 nationale de football. Dans la poule A, l'Étoile filante, Espoir ou encore Tambo marquent leur territoire. Dans la poule B, Fouadan se fait respecter, Bikinti aussi, Koroki est accroché par le CDF Aknour. La première division, elle, disputait son troisième acte de la saison. Gomido a été balayé par Dito. 4 buts à 1. L'on note le premier succès de la saison de la SOTA et de l'AS Togoport respectivement devant Ange et Goulouessou. J-5 avant l'AG élective à la Fédération nationale de basketball Togo. Quelles doivent être les priorités, du prochain président de la FNB Togo? On en parle. Et puis Samuel Eto'o devient le nouveau président de la Fédération camerounaise de football. L'ancien capitaine des Lions indomptables a été élu devant le président sortant, Seydou Mbombo Njoya, 43 voix contre 31. Dingue de Sport, mise en onde de Pélagie Mekoum. L'émission invite cet après-midi Latif Yorouma de retour, du stade de Kégué et puis d'autres stades ce week-end. Grégoire Atignon était lui à Palimé. Prosper Agbokou également ce week-end était à Palimé. Angelo Folikoué va nous parler de ce match entre Gomido et puis le dynamique togolais, les Showboys. Dynamité finalement Ezouati. Dingue de Sport, mise en onde Pélagie Mekoum. La vidéo est l'affaire de Sir Fun et l'homme. Je suis Franck Nounyama, bonne arrivée. Merci de faire confiance à la référence sportive, la radio qui mouille le maillot Sport FM. Dingue de Sport, le premier numéro de cette nouvelle semaine. Grégoire Atignon, bonjour. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles branchés. Angelo Folikoué, merci d'être en studio. Salut sportif à toi, bonjour à tous. Prosper Agboklou, merci d'être là. Oui, bonsoir et bonsoir à chacun. Et Latif Yorouma, bonjour. Bonjour Franck. Alors, on va commencer par l'Afrique avec cette élection de Samuel Eto'o à la tête de la FECAFOOT, de la Fédération camerounaise de football. 43 voix pour l'ancien attaquant, l'ancien capitaine des Lions indomptables. 31 pour Seydou Mbombo Njoya, le président sortant. Angelo Folikoué, c'était attendu cette victoire de Samuel Eto'o fils? Attendu, je dirais peut-être oui à 52%, parce que Samuel Eto'o a pris le temps également de sillonner un peu le Cameroun, a discuté avec les présidents des différentes ligues et dans son programme, il a apporté un vent de fraîcheur, une nouvelle façon de faire, une nouvelle gouvernance, la promesse de mettre en place des infrastructures adéquates sur toute l'étendue du territoire. Et je pense aussi qu'au niveau du sérail présidentiel, il avait des bras très très puissants. Maintenant, Mbombo Njoya, c'est un fils de roi des Bamoun, également qui a de très grandes ramifications au sein du football et même au sein de la politique camerounaise. Sauf que je pense que les délégués ont choisi de faire autrement les choses. N'oublions pas que le mandat de Mbombo Njoya a été invalidé entre-temps par le tribunal arbitral du sport. Et donc, sur le plan légal, il n'était plus vraiment en odeur de sainteté. Je ne vais pas être enthousiaste par rapport à l'élection de Samuel Eto'o. Je peux dire simplement que c'est un rêve qui se réalise pour lui. Il a toujours voulu ça. Je lui souhaite bonne chance. Mais on connaît les réalités africaines. Il pourra commencer en une année, 2 années. Et les mêmes problèmes vont encore rejaillir. Donc, j'attends de voir simplement. Latif Yorouma, dans son bureau, déjà, on ne voit aucun ancien joueur autour de lui. Hein. Son bureau a été publié, mais là, on ne voit personne. Est-ce que ça veut dire qu'à ce niveau, il y a déjà scission entre les anciens de la maison? Bon, de façon manifeste, on va se dire pourquoi justement les anciens ne l'entourent pas. Mais écoutez, la fédération n'est pas composée que des membres du comité exécutif. Sûrement que Samuel Eto'o va diriger avec ses anciens qui d'ailleurs, lorsque vous sondez un peu ce qui s'est passé, ne l'ont pas lâché. Ils l'ont quand même soutenu. Il y a eu même des marches de soutien à sa candidature. Je crois bien qu'il a su quand même faire les choses, que ce
ce soit en sourdine ou peut-être de façon officielle, il a su rallier tout le monde. Un rêve pour Samuel Eto'o, mais aussi pour les légendes camerounaises, parce que, souvenez-vous, Joseph-Antoine Bell a fait plusieurs tentatives, ça n'a jamais marché. Il y a Roger Mila, oui, lui n'a pas été candidat, mais on l'a vu souvent autour, mais ça n'a jamais été véritablement le cas de voir ces anciennes gloires-là diriger la FECAFOOT. Aujourd'hui, on a Samuel Eto'o. Espérons que pour une fois, parce qu'il y a trop de soucis dans le football camerounais, il a parlé d'infrastructures. Les infrastructures ont commencé à se mettre en place déjà avec l'organisation il y a eu le CHAN, il y a la CAN qui va arriver. Je pense que c'est déjà un pas. Il y a déjà une base sur laquelle Samuel Eto'o va venir se greffer. Espérons qu'il va mettre son expérience et tous ces moyens au service du football camerounais et partant du football africain. Grégoire Attignon, Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, ça peut donner des idées à d'autres anciennes gloires. On dit souvent le football aux footballeurs. Oui, c'est ce qu'on souhaite souvent. On sait que déjà en Côte d'Ivoire, vous vous souvenez de ce problème-là. Et cette élection n'a jamais eu lieu aujourd'hui. C'est un comité de normalisation qui est mis en place du côté de la Côte d'Ivoire, parce qu'il y avait également la candidature de Didier Drogba qui n'était pas tellement soutenue par ces anciens joueurs-là, justement. Et donc, finalement, il y a eu problème puisque sa candidature n'était pas validée. Finalement, la FIFA a décidé de mettre en place un comité de normalisation. Maintenant, Samuel Eto'o, oui, il est élu. Je crois que c'est quand même bien pour ces anciens footballeurs-là, mais moi je crains encore une fois, parce qu'on parle du Cameroun. On parle du Cameroun, tout peut arriver à tout moment. Le Cameroun est différent des autres pays? Non, mais vous vous rappelez, plusieurs fois cette élection a été organisée là-bas au Cameroun et on n'arrive jamais à finir le mandat. À chaque fois, il y a toujours des problèmes. Je me dis que peut-être que cette fois-ci, ça peut être la meilleure option, mais je crains une fois encore pour ce football-là. Samuel Eto'o est là, c'est un ancien joueur, c'est un ancien capitaine des Lions indomptables. Il saura quoi faire justement pour permettre à ce football-là d'évoluer encore plus. On sait très bien que le football camerounais évolue. Vous avez parlé tout à l'heure des anciens joueurs. Vivement que ces anciens joueurs-là l'assistent et durant son mandat et tout ce qu'il aura à faire pour ce football camerounais. Et Prosper Agboklou, est-ce que ça ouvre un peu la porte? On peut voir peut-être ici au Togo, un ancien joueur diriger un jour la Fédération togolaise de football? Bon, ça peut être le tocsin d'une époque. Mais maintenant, savoir le programme, c'est le programme qui compte. Si quelqu'un veut venir, il faut qu'il propose quelque chose de mieux que ce que nous avons déjà vécu. Samuel Eto'o l'a fait. Je crois que son programme a été, à mon avis, ce qui a permis aux gens de pouvoir, aux électeurs d'être derrière lui. Et surtout, moi, j'ai vu les images de comment les moments qui ont précédé donc cette élection, comment il s'est injecté lui-même, il s'est mis dedans avec assez d'acuité par rapport au déroulement des événements, le changement de bulletin multiple en bulletin unique, où il est intervenu, sa manière donc d'intégrer le processus a permis, à mon avis, donc, de décanter la situation et d'éviter les fraudes qui ont permis donc aujourd'hui à son élection. Maintenant, c'est un autre monde qui commence pour lui. Il a été joueur, il connaît les affres du terrain. Maintenant, il est devenu dirigeant. Il va falloir qu'il mette vraiment, comme on appelle, le contact double pour pouvoir régler les problèmes. Ça peut servir donc de leçon ailleurs. Il a écrit déjà un courrier à la gendarmerie demandant la protection de la fédération, le siège de la Fédération camerounaise de football. Je ne sais pas s'il y a des terroristes qui sont là pour prendre d'assaut. Protéger les lieux. Il l'a demandé en tant que nouveau président du Cameroun. Voilà, bon courage, bonne chance à Samuel Eto'o. De la FECAFOOT. De la FECAFOOT. Il a été, nouveau président de la FECAFOOT. Il a été, on va dire, un très bon joueur. On dit souvent, un bon génie n'est souvent pas un bon pédagogue. On le verra à l'œuvre, surtout que la prochaine CAN arrive. À très bientôt.
Et voilà, nous sommes à 6 jours. Nous sommes à 6 jours de l'élection de l'AG élective au niveau de la Fédération nationale de basket. J'ai envie de poser cette question à vous 4 messieurs. Quelles doivent être les priorités du prochain patron de la FNB Togo? Angelo, j'ai envie de commencer avec vous. Les priorités. Alors, à ce niveau, je pense que la première chose à mettre en place, c'est une planification. Une planification en matière d'activité. D'abord, les activités, ça concerne tout ce qui se fait au niveau des clubs, histoire de faire la mise à jour en ce qui concerne les activités de ces clubs, de ces ligues à l'intérieur du pays, parce que le basketball togolais ne se limite pas seulement qu'à Lomé. Il faut aller à l'intérieur pour aller tâter du doigt ce qui se passe réellement. Vous avez des ligues, par exemple, qui n'ont pas de terrain, des clubs qui n'ont pas de matériel. Tout ça, c'est compliqué, même si c'est vrai. Les clubs ou les ligues elles-mêmes, entre-temps, doivent faire l'effort, mais aussi les fédérations sont là pour servir un peu d'accoudoir à toutes ces structures-là. Autre chose qui me semble très important, c'est de rassembler la famille basketball. C'est-à-dire que pendant plusieurs années, il y a eu des divisions, je peux dire même des clivages qui ne se disent pas, mais c'est une réalité, histoire de ramener tout le monde autour d'un même idéal, redonner vie à la pratique du basketball. En même temps aussi, ramener les compétitions, mais tout ça, comme je parlais tout à l'heure de planification, arriver à convaincre le ministère des Sports et en même temps le service du Comité national de gestion de la riposte pour qu'on puisse redémarrer les activités. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, le Togo, depuis presque 2 ans, est resté inactif en matière d'activité sur le plan national et je pense que ça dessert totalement les athlètes. Il y en a même certains qui ont l'opportunité d'aller au Bénin, au Nigeria, d'être recrutés par des clubs et voilà, de faire des compétitions à ce niveau-là. Ça aussi, c'est très important. Et puis, pour terminer en parlant des priorités de cette FNB, tout dépend également de la gouvernance qu'on met en place. Tout doit être clair, limpide, transparent, parce que voilà, quand vous avez des subventions qui arrivent et que derrière, vous ne mettez pas en place un comité pour gérer de façon optimale les choses et que derrière, lorsque vous faites le bilan, on se rend compte que rien n'est vraiment fait dans les règles de l'art, ça crée un climat de crispation, de méfiance et même de suspicion. Donc, le chantier, il est grand. Mais toujours est-il qu'il faut commencer quelque part et ne pas oublier également le basketball à la base que les 2 candidats ou bien les 2 quartiers généraux sont en train de mettre sur la table pour convaincre les différents votants. De toutes les façons, on attend le 18. Tout est fait prêt parce que la dernière fois, nous avons posé la question au président de la FNB sortant, André Bivaina Gongo, qui semble rassurer tout le monde. Le processus se déroule bien et même ce soir, on l'aura en direct dans Rand Sport pour nous parler de son bilan et des perspectives d'avenir pour le prochain président de la FNB Togo. Très bien, Grégoire Attignon, 2 candidats sont sur la table. C'est Conrad Dagbovi qu'on ne présente plus. Il a traversé beaucoup de bureaux. Il est d'ailleurs... depuis 1995 qu'il est là. Voilà, ça fait quand même 26 ans. C'est de l'expérience. Il est d'ailleurs dans le bureau du président sortant, André Bivaina Gungu. Et puis la jeunesse portée par Gina Adekambi. Les priorités à venir, voilà. Oui, mais je crois que Angelo a cité tout à l'heure ces priorités-là. Mais moi, je crois qu'il faut donner de la matière donc, aux athlètes. Ce sont les basketteurs. Il faut leur organiser très souvent donc, des compétitions. Ça fait pratiquement plus de 2 ans donc, qu'il n'y a plus d'activité donc, en ce qui concerne le basketball. Parce que oui, il y a cette crise-là. Donc, il faut véritablement, rapidement donner donc, de la matière à ces athlètes, à ces clubs-là. Il faut, moi, je crois qu'il faut véritablement penser à la mise en place des infrastructures. Parce que oui, aujourd'hui, on sait qu'il y a ce terrain seul qui est là et qui abrite donc toutes les grandes compétitions, même quand il s'agit des compétitions internationales, alors que ce n'est pas, en tout cas, digne. Pour ce qui concerne le basketball togolais, il faut penser quand même à la mise en place des infrastructures. Il faut essayer de restructurer un tout petit peu les choses pour quand même permettre à cette discipline-là de se faire voir partout. Parce qu'on sait que c'est vrai qu'avant, on parle donc du basketball et on sait que sur l'échiquier continental ou bien sur le plan international, le Togo se fait également voir. Mais depuis un certain temps, ce n'est plus véritablement ça. Même participer à une compétition sous-régionale, c'est difficile pour le Togo. Donc, je crois que ça doit rentrer quand même dans
dans les priorités, dans le plan d'action des différents candidats. Latif, vous, les priorités. Le Togo ne joue plus son championnat depuis un bon bout de temps. Ce n'est pas rentable comme championnat. Le public n'y va plus, pas d'infrastructure, rien à se mettre sous la dent. Donc, à quoi le nouveau patron qui doit venir au sortir de l'AG du 18 prochain, à quoi doit-il s'attaquer? Bon, je sais que quelle que soit la calmie, il faut le nerf de la guerre pour pouvoir justement faire face au chantier. Il faudrait aller chercher les sources de financement. On sait que l'État souvent ne fait pas grand-chose pour ces sports. Ce n'est pas seulement le basketball. Il faut aller chercher d'autres financements. Il faut aller vers les infrastructures. Là également, quelle que soit la fédération qui viendra, elle aura des difficultés si l'État ne met pas du sien. Il faut aller à l'intérieur du pays faire des infrastructures. Il faudrait faire mieux que le hangar qu'on a par exemple ici à Lomé comme étant la meilleure infrastructure parlant du basketball. Maintenant, il y a un autre aspect. Les clubs de basketball au Togo, bien à Lomé, ont trop de pouvoir par rapport à la fédération. Il faudrait également aller à la restructuration, que le vrai pouvoir revienne à la fédération, que les clubs ne dictent pas véritablement leurs lois à la fédération, parce que souvent, c'est cela. Au basketball, il y a la politique même qui intervient, il y a des clubs de l'opposition, il y a des clubs du pouvoir, et puis il y a des présidents qui sont des fois trop puissants par rapport à la fédération. Des clubs de quel pouvoir? Oui, au basketball. Ah bon? Oui, il y a des clubs qui se revendiquent de l'opposition, des clubs qui se revendiquent c'est au basketball. Allez un peu, allez un peu au basketball, même sur le terrain, vous verrez qu'il y a trop de clivage. Il y a trop de clivage. Ça fait que, même au niveau des arbitres, c'est une règle au niveau des sports de main. C'est-à-dire que chaque club a un arbitre. Mais c'est aussi une règle, des fois, qui n'avantage pas. À un moment donné, ces arbitres-là foutent du bordel et ça n'arrange pas véritablement. Donc, il faut corriger tout ça. Il faut corriger tout cela. Oui. Maintenant, quel que soit celui qui viendra, les problèmes seront là. On peut amener même la Dogbe, Victoire, présidente de la Fédération togolaise de basketball, elle va faire face à des problèmes. Ça suppose qu'il faut d'abord aplanir ces clivages-là avant de pouvoir véritablement relancer pour moi cette deuxième discipline après le football. Prosper, oui. Qu'est-ce que vous ressentez pour celui qui va venir ou bien celle qui va venir? Des problèmes? A-t-il les moyens de pouvoir faire autre chose que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Bon, c'est la question, l'interrogation que je me donne et à laquelle je voudrais répondre, mais sans pouvoir trouver les réponses, parce qu'on a vu Lawson Nadou passer par là, elle a mis les pieds, les mains, ça n'a pas marché. Monsieur Goungou est arrivé, il y avait d'abord Monsieur Tony Dalmeda, oui, passé, il a fait de son mieux. Nadou est arrivé, on est revenu avec Monsieur Goungou. Bon, il s'en lave les mains, on parle de dette et autres là. Maintenant, le successeur, c'est dans le même pays. C'est dans le même pays et les choses sont toujours les mêmes. Bon, maintenant, quel sponsor va réagir par rapport à l'état d'urgence dans lequel nous sommes? Donc, vous voyez à peu près, bon, pour moi, tout ça là reste un peu dans un flou kafkaïen. Chacun va vouloir parler donc de ses atouts, va donner l'espoir, mais en fait de compte, on reste toujours statique. Dans le starting block, on ne bouge pas. Vous voyez à peu près, donc pour moi, les priorités, elles sont nombreuses, mais bon, comment la personne va-t-elle s'en sortir? Vous ne savez pas. Franchement, on est dans le même Togo. Que ce soit Gina Adekambi, que ce soit Conrad Dagbovi, ce qui est sûr, le chantier est immense. Il y a du feu là-bas. Il va falloir travailler, même travailler pour remonter la balle orange au Togo. La deuxième division nationale de football, la première journée, c'était le week-end. On a eu des matchs dans le groupe A, et tout comme dans le groupe B. Et à Gaza, au niveau du groupe A, n'a pas bien commencé. Tambo a bien commencé.
Espoir a bien commencé, Étoile Filante a bien commencé, de même que la Jeunesse Club d'Agoué. Ce sont les clubs qui ont marqué leur territoire pour le compte de cette première journée. Mais on va parler de cette, on va dire, défaite de Maranatha. Vous y étiez, Prosper, très rapidement. Qu'est-ce qui a fait défaut au niveau des messagers? Le message n'est pas passé. Oui, il faut dire tout simplement qu'en face, il y avait une équipe d'espoir très bien organisée qui est restée, je dirais, dans la constance avec le même entraîneur, qui connaît ses joueurs, qui n'a pas fait assez de recrutement, mais qui est resté un tout petit peu dans sa politique. Vous savez que Espoir a bien terminé l'année dernière, donc elle est restée donc sur la même lancée. Maintenant, en face, il y avait une équipe de Maranatha qui est complètement renouvelée à près de 90%. Donc, moi, j'ai fouillé, farfouillé, je n'ai pas trouvé d'anciens à peu près parce que tous les joueurs que j'ai retrouvés, c'est des nouveaux. C'est des nouveaux. Donc, ce sont de bons joueurs, mais qui manquent de... Dans le jeu, ils ont montré quand même quelque chose. Ils ont été, je dirais... à la hauteur que pratiquement parce que ils ont répondu du tac au tac. C'est vrai que Espoir avait le monopole de la balle, l'a monopolisé longtemps, mais à chaque fois que cette équipe de Maranatha pouvait, elle a pris 2-0, après elle a réduit le score. Espoir a repris l'avantage, a corsé. Maranatha est revenu à 3-2. Donc on dira tout simplement que c'est une équipe qui manque de cohésion. Les joueurs ne se connaissent pas pour l'instant. C'est de nouveaux joueurs auxquels il faut vraiment laisser le temps pour pouvoir travailler. Voilà. Latif, vous étiez à quel niveau déjà à la Jeunesse Club d'Agoué? À la JCA. Pour le match entre Tambo et puis Agaza. Oui, Tambo Agaza. Oui, Tambo a maîtrisé la situation 2-0. Oui, 2-0 avec des faits de jeu, avec toute la polémique autour de ce match-là, avec un sifflet qui a été montré du doigt. Il y a eu beaucoup de frustration dans ce match-là. Une première manche, 0 but partout. C'est des frustrations justifiées? Oui. Une première manche, 0 but partout avec Agaza dominateur dans le jeu. Une deuxième partie qui commence avec l'arbitre Poti qui décide injustement parce que, écoutez, nous sommes tous des humains. À un moment donné, on apprécie, on fait des commentaires, on analyse. Parce que quand vous donnez un carton jaune à un joueur hors des 16 mètres, comme quoi il a simulé sur une action où ce joueur aurait même pu bénéficier d'un coup franc. Vous estimez que ce n'est pas un coup franc, mais vous lui donnez un carton jaune hors des 16 mètres. 3 minutes après, sur une faute normale, une faute ordinaire, parce que sur des fautes ordinaires, on ne donne pas de carton. Ce qui peut être une faute sur une faute ordinaire, c'est-à-dire deux joueurs, un saute, l'autre ne saute pas, vous sifflez la faute et vous donnez deuxième carton au même joueur. En l'espace de 3 minutes, des cartons véritablement polémiques. Et là, à partir de cet instant, le match a été déséquilibré et c'est derrière que lorsque même à 11-11, vous n'arrivez pas à marquer, 10 contre 11, ça devient compliqué. Sur les 2 buts de Tambo, il n'y a rien à dire. C'est des actions bien élaborées. Un joueur qui est très bon, dribble et puis précision, qui marque, c'est un doublé qu'il a réussi à faire. C'est son deuxième, son 5e minute. Voilà, derrière, Agaza, oui, a marqué 2 buts. Selon moi, il y avait des situations irrégulières sur ces buts-là, même si dans la frustration, au niveau de Tocoin, on estime que c'est des buts qui ont été injustement refusés. Mais lorsque vous voyez un peu les situations... Donc, l'arbitre est le problème sur ce match-là? Je crois bien que l'arbitre a faussé ce match-là. Il a faussé ce résultat. Et heureusement que c'était devant les premiers responsables de la Fédération togolaise de football. Le colonel Guy Akpovi a suivi ce match-là. Quand un arbitre décide, par exemple, d'annuler une action, il y a une faute pour Agaza, par exemple. La faute est là. Mais, entre-temps, l'avantage et le ballon était encore à un joueur d'Agaza qui filait droit au but. L'arbitre décide de revenir à la faute. Vous comprenez cela? Là, j'ai vu la réaction même des responsables de la Fédération togolaise de football. Ils étaient tous là. Ils étaient, je crois, 4 membres je crois véritablement, il faudrait que le sifflet aide Tambo pouvait gagner avec tous les mérites ce match-là, mais sincèrement, l'arbitre n'a pas... Et puis l'image qui n'était pas bonne, c'est de voir à la fin
une vingtaine ou bien trentaine de gendarmes policiers escorter l'arbitre. C'est une vilaine image qui n'honore pas véritablement le Très football, bien. quoi. On va commencer par écouter des réactions. Tony Agbessi, entraîneur de Tambo. Ça démarre fort, mais c'était pas un match du tout facile pour l'équipe de Tambo parce que par rapport à ce que nous avons fait la saison passée, on savait tous que les équipes nous attendaient. Chacun de nos matchs serait des finales à jouer. Nous avons commencé par la première finale avec Agaza que nous avons battu 2-0, mais ça n'a pas été du tout facile. Heureusement que moi j'ai eu à suivre beaucoup de matchs amicaux d'Agaza. Je savais que sur les couloirs, ils étaient un peu faibles sur les couloirs. Nous avons procédé par un jeu dans les couloirs. Mais eux aussi nous avaient étudié parce qu'ils nous ont vraiment donné du fil à retordre sur nos sorties de balles. Donc on a décidé de mettre de la verticalité dans le jeu. Et je pense que c'est la profondeur là qui a payé sur les 2 buts qu'on a marqués. Vous aurez pu faire mieux au Marquois, mais sauf que Agaza aurait pu également vous faire mal malgré l'infériorité numérique côté Agaza. Il faut vraiment saluer le contenu de ce match. Des deux côtés, les deux équipes se sont bien données. Agaza a eu son temps fort en premier mi-temps. Heureusement pour nous qui n'ont pas pu scorer. En deuxième mi-temps, nous avons aussi profité de cette infériorité numérique là pour mettre les 2 buts. Tony Agbessi, coach de Tambo Football Club. En face, c'était Yenke Claude qui commence déjà par pointer du doigt l'arbitrage. On n'a pas démarré le match comme je le souhaitais, mais au fil du temps, on a commencé par prendre le dessus. Et malheureusement, le carton rouge que l'arbitre nous a, je le dis, injustement infligé, nous a beaucoup pénalisé. On ne peut pas faire un changement juste 3 minutes après et vous sortez le joueur. Et pour une faute qu'il n'a même pas commis. C'est ça qui m'a fait mal. Au moins, s'il avait commis la faute avant qu'il ne le sanctionne, ne serait-ce que d'un carton jaune d'abord, avant de lui donner un carton rouge direct, je l'aurais compris. Malgré ça, on a vu quand même une équipe intéressante d'Agaza. Non, c'est China a fait un bon boulot. On essaie de faire jouer les garçons. Mais si vous jouez n'importe comment et que l'arbitre dit que ça ne va pas rentrer, vous pouvez tout faire, ça ne passe pas. On a marqué 2 bons buts qu'il a refusé. Voilà, Yenke Claude de Bobit qui l'a refusé. C'est l'arbitre Coty, dites-vous Latif Rouma, c'est ça? Oui. Voilà, alors on a parlé de l'arbitrage. Angelo Foliko, pour avoir une belle saison, une saison sans problème, ça dépend beaucoup de l'arbitre, mais en même temps des supporters qui parfois ne maîtrisent pas les règles du jeu, qui commencent par critiquer, lancer des mots à l'arbitre. C'est une situation comme un couteau à double tranchant, dirait-on. Le football a besoin de ces 2 paramètres, si je peux dire, c'est-à-dire la présence des supporters dans les tribunes, justement autour du club, pour faire mettre l'ambiance, envoyer des mots entre guillemets positifs, parce que le supporter n'est pas que celui-là qui, sur des actions ou bien des décisions plus ou moins à son avantage, crie, insulte ou même vocifère. Non, le supporter, on connaît bien son rôle dans la promotion du football et même du sport en général. Et je pense que si on a claironné nous-mêmes en tant qu'hommes de médias que le public revienne dans les stades, on a vu que la fédération a pris le temps d'écouter et puis de mettre en place un mécanisme qui permet à ce supporter-là de retrouver de façon progressive le chemin des stades. N'oublions pas que oui, certes, vous achetez votre ticket d'entrée, mais vous faites également montrer votre passe vaccinal. C'est ce qui vous permet de pouvoir avoir accès au stade et de suivre les matchs de votre club tranquillement. Maintenant, le supporter qui n'est pas d'accord par rapport à certaines actions, certaines décisions de l'arbitre, c'est à tort ou à raison. Parfois, si votre club ne joue pas bien et malheureusement on vous gagne, donc par endroit sur certaines décisions de l'arbitre, vous n'êtes pas d'accord et vous lancez des mots qu'il faut. Pas des mots qu'il faut, mais des mots qui vous semblent être jugés susceptibles et même importants pour vous. Mais le fait aussi d'avoir des arbitres comme Coty qui, pour moi, traîne des casseroles. Il traîne des casseroles dans l'histoire de l'arbitrage au Togo. C'est quelqu'un qui n'est pas bien vu, qui n'est pas bien apprécié. Mais on vous dira que l'erreur est humaine en matière d'arbitrage. Mais quand on suit le fil de ce match, le déroulé, l'explication, vous comprenez qu'il a pris des décisions qui n'étaient pas justes. Maintenant, je le dis souvent, l'image qui me plaît pas, souvent à la fin du match, vous voyez le trio arbitral qui est accompagné par les forces de sécurité. Cela veut dire simplement qu'en amont, il y a des décisions qui ont été prises et qui n'ont pas été du goût de tout le monde. Et là, à ce niveau-là, encore une fois et toujours,
il faut que les arbitres, y compris le département et la commission, en tout cas, continuent à sensibiliser, à parler aux hommes, je ne vais pas parler des hommes en noir, mais de parler aux officiels. C'est très important pour eux de pouvoir participer, contribuer à la promotion du football sur le terrain pour eux et surtout permettre au club de pouvoir bien le faire. Pour terminer en parlant, vous vous rappelez qu'il y a, je pense, 1 ou 2 saisons, le cas de Tambo est toujours revenu sur la table. Un club qui a été, je peux dire, favorisé par des pénaltys, entre guillemets, fabriqués. Et mais attendez, vous n'allez pas avoir peur des mots. Oui, c'est ce qui s'est passé. Mais ils sont toujours en deuxième division. Non, mais justement, peut-être que maintenant, ils sont en train de vouloir venir en première division avec les mêmes méthodes. Et si c'est comme ça, franchement, arrêtons de fabriquer des champions au Togo. Arrêtons de faire plaisir à telle ou telle personnalité parce qu'il a autant d'argent. Je pense que de cette façon, si on va le faire, vous savez, on va avoir des résultats au plan national. Mais quand il s'agit de sortir, on aura toujours des difficultés. Voilà la vérité. Très bien. On parle de l'étoile filante également qui commence très bien. Chaque année, chaque saison, on dit oui, c'est l'année du shooting star, on va revenir, mais on ne voit pas l'étoile filante. Il semble que cette fois-ci, les choses ont été faites pour permettre aux shooting stars d'accéder finalement à la division d'élite. Et ils ont bien commencé, au moins sur ce match. Victoire face à l'US Agbandi. 3-1. Oui, on pouvait s'y attendre. Oui, en fait, il faut dire que pour une fois, on a vu une équipe de l'étoile filante qui s'est préparée un tout petit peu dans le silence parce qu'il n'y a pas eu tellement trop de bruit comme cela se faisait avant. L'équipe s'est beaucoup plus retrouvée au niveau d'Agbo-Drafort pour véritablement préparer sa saison avec des matchs amicaux disputés là-bas. Et maintenant, cette première journée, oui, cette belle victoire, l'étoile l'a obtenue. Je crois que ce n'est plus une habitude pour l'étoile filante. L'étoile filante n'a plus l'habitude de bien commencer les championnats. Je crois que ça fait 2 ou 3 saisons que l'étoile filante ne commence pas bien la saison. Mais cette fois-ci, ils ont bien commencé. Cette victoire à l'extérieur. C'est un signe? Bon, est-ce qu'on peut parler de signe? Je me dis que peut-être que c'est un bon début pour la formation du quartier commercial. 3-1 face donc à US Agbandi. Je me dis que, alors que du côté de l'US Agbandi également, on a un objectif, cette équipe-là d'Agbandi. Vous savez, le président de cette formation, c'est le directeur général de la police nationale, le colonel Okbaoul. Et donc, quand vous voyez un tout petit peu, il y a beaucoup plus des policiers, des hommes de l'armée qui sont beaucoup plus dans cette équipe. Mais l'étoile filante a su tirer son épingle du jeu. L'essentiel est que l'étoile a pris les 3 points. C'est ça qui est bien pour l'équipe du président Wilson Tété et Yves. Bonjour au passage au président dont vous venez de citer les noms, avec déjà un doublé pour Komi Agbadi et puis un but de Djamabadi pour les 3 buts de l'étoile filante. Ça commence bien pour les Bleus du quartier commercial. On vous rappelle rapidement ces résultats de la première journée dans la poule A. JC a dominé petitement Arabia. C'est une victoire quand même. 1-0. Agaza a perdu, vous le savez, on l'a dit, face à Tambo. 0 but contre 2. Victoire de l'étoile filante. 1 but contre 3 face à l'US Agbandi. Et Maranatha également a perdu. Et on va écouter d'ailleurs l'entraîneur, le head coach de l'étoile filante, Ben Adjakba. C'est le début. On ne connaissait pas l'adversaire, il fallait l'observer. Et vous avez vu que dès la première partie, 15 premières minutes, nous avons énormément posé de problèmes. Ils ont bien circulé le ballon avec des mouvements. Ça nous a vraiment perturbé. Bon, après, on a recadré un peu les choses. Voilà. Et puis, le premier but qui est arrivé, au moment opportun, nous a beaucoup facilité la tâche aussi. Voilà, Ben Adjakba, le head coach de l'étoile filante dans la zone nord. On a cette petite victoire aussi de Bikinti qui se fait respecter face à Bunga. 0 but partout entre le CDF Aknour et puis Korki Metete à Bassar. C'était le match entre Foupa et Fouadan. Victoire des Lions du Grand Aune 2-1. Il reste un match à jouer cet après-midi pour le compte de ce groupe B. Ce sera entre Doumbé et puis Agoua de Koussountou. La 3e journée dans le groupe, on va dire du côté de la première division nationale de football. Et là, on commence par le groupe A avec ce match, Gomido dynamité par Dito. 4-1. Zouati, c'était sous vos yeux, Angelo Foligoé. Pourtant, il n'y avait pas de pluie. Hein. Non, mais beaucoup plus sérieux. Oui. Les 2 équipes n'ont pas produit un beau football. Il
il faut le reconnaître. Même si le Dynamique togolais a gagné 4-1, c'est suite à des erreurs dans la surface de réparation de cette équipe de Gomido, une équipe que je trouve lourde et ma foi qui n'est pas encore prête. Je le répète, cette équipe n'est pas encore prête. Améga, Didier a dit qu'ils sont prêts. C'est sa je vous façon, l'accorde. sa façon de voir les fouilles. Mais la dernière fois, ça n'a pas été le cas. L'un des premiers éléments qui a été défavorable pour Gomido, je pense que c'est la blessure matinale de Adoy Asbat. Dans un duel, il voulait récupérer un ballon, un pied un peu élevé, voilà. Et il prend la semelle sur la tête et donc il sort. Après, c'est un bandeau qu'on lui met sur la tête et donc l'équipe a été diminuée en attaque et ça, on le reconnaît. Mais dans le jeu, la production de jeu, que ce soit Ekwe Foli, Alassane Ekililou et tous les autres, vous ne sentez pas une équipe de Gomido qui était arrivée pour faire quelque chose de bien. Maintenant, je peux dire également que Dito a joué sur ses individualités. Vous prenez Urogoma Sataru, voilà, premier but marqué parce qu'il était en duel entre deux joueurs. Il arrive quand même à mettre toute sa force et du pointu pour inscrire le premier but. Et puis derrière, c'est Urogafo Suleiman. Sincèrement, c'est un bon joueur, mais je pense qu'il peut faire mieux parce que sur un coup de pied arrêté, pleine lucarne, coup franc superbe, et ça va nettoyer simplement la toile d'un certain Moro Youssouf. Maintenant, derrière, c'est que l'équipe du Dynamique togolais, comme toujours, mine de rien, en première mi-temps, il n'y avait rien. Rien comme jeu proposé par les deux équipes. Je ne sais pas si vous prenez un joueur comme John Lawani, qui était titulaire lors du premier match. Second match ou deuxième match, il était sur le banc. Troisième match, il n'était même pas aligné, merci. Troisième match, il était sur le banc. On le fait entrer et c'est lui qui apporte, en tout cas, du dynamisme en attaque. Pourquoi Babako s'obstine à mettre et John Lawani et Abalo Deni, les deux, quand ils rentrent dans le jeu, mais ça apporte quelque chose de différent. C'est son choix. Et voilà, à la fin, il marque 4 buts. Il marque 4 buts à Gomido. Pour moi, cette équipe du Dito, sincèrement, ne convainc pas encore. Il faut, voilà, voir encore l'équipe. Surtout que la prochaine sortie, ce sera face à la SOTR. Et je me dis que c'est Gomido qui s'est vraiment fourvoyé. Mais ça ne m'étonne pas, surtout qu'au match, face à l'Entente 2, ils ont fait 0-0 à Palimé. Donc, pour l'instant, même si Didier Améga me contredit, moi je dis que pour l'instant Gomido n'est pas encore prêt. Gomido n'est pas encore prêt, ça se voit déjà. Ça fait, on va dire, 3 journées, une victoire, un match nul, une défaite. Et puis c'était une défaite sévère face au Dynamique togolais. Latif, vous étiez sur le match à Estogopor Boulesu. Il faut noter que cette défaite n'est pas très appréciée du côté de Palimé. Bien sûr. Il semble qu'il y a beaucoup de choses à régler. Oui, voilà. Oui, mais cette défaite-là, parce que quand vous écoutez un petit peu les supporters de Gomido, hier, ils étaient là pour suivre le match Kotoko à Entente 2. Vous sentez que vraiment des gens ne sont pas du tout contents. On va revenir là-dessus. À Estogopor Boulesu, 5 buts. 5 buts, j'allais dire, ont été marqués également là, avec la première victoire de la saison pour les Portuaires. Oui, les Portuaires qui ont dû, en tout cas, finir sur leur rotule parce que les 10, sinon 5 dernières minutes n'ont pas été faciles pour cette équipe-là, qui a d'ailleurs commencé timidement. C'est Boulesu qui était l'équipe la plus en vue dans les 10-15 premières minutes, mais derrière, voilà, Togopor est revenu un tout petit peu dans le match avec un certain Larry Kanfit. C'est lui qui avait fait les 2 premières, en tout cas, descentes dans le camp de Boulesu. C'était des descentes isolées. Et sur la 3e descente, il y a eu un coup franc dans les 20 mètres. Et voilà, de son pied gauche, avec justement la mauvaise appréciation du goal, Nuhu Mohamed, qui a été le tendon d'Achille, en tout cas, de cette équipe de Boulesu. Sur 2 actions, il a en tout cas fait perdre son équipe. Et donc, Togopor qui marque à la 34e minute, mais 4 minutes derrière, sur un travail de sape d'un certain Moukaïla Taoufik. Il n'est pas très imposant physiquement, mais il est très bon du balle au pied. Il gomme ou bien efface un certain Koussaglo Xavier dans son couloir. Il fait un centre en retrait pour Urlich Kenom, qui était pour moi l'homme du match hier, qui contrôle et puis qui plein lucarne, qui égalise. Un partout à la pause, mais du retour des vestiaires, 50e minute, le goal, Nourou Mohamed décide de sortir au moment où il ne fallait pas, sur une transversale de Tchadjobo Hicham à destination de Akakpo Kouadjo, qui a la pointe de vitesse. Le gardien sort, le joueur le lobe, ça fait 2-1.
Et puis derrière, un troisième but magnifiquement élaboré également. Exilé sur le côté gauche, Akakpo Kouadio également fait le job. Il se débarrasse de son vis-à-vis. Il fait un centre pour un certain Ahoro Parojari qui contrôle et puis qui enchaîne du gauche. Ancienne société de Gboulessou. Troisième but magnifiquement marqué. 3-1. Et puis derrière, la gestion a commencé pour l'équipe portuaire jusqu'à la 90e minute. Il y a eu 4 minutes de temps additionnel. À la 92e minute, suite à l'insistance de l'attaque de Gboulessou, il y a eu un corner. Et puis sur le ballon, Ouromo Sadik, le malheureux encore, qui marque un joli but contre son camp. Il est le meilleur buteur de son club parce qu'il a déjà marqué lors de la première journée. Ça fait donc un autogol. 3-2. Et puis, il y avait une dernière action, c'était la polémique à Kégué. C'est un week-end de polémique. Une dernière action où, Ulrich Kenom a été pris en tenaille. Beaucoup disent que c'est dans les 16 mètres. Et à vue réelle, vous allez tout de suite, justement, dire que c'est un penalty. Et jusqu'alors, je ne dis pas que ce n'est pas un penalty, mais je ne veux pas également dire que c'est un penalty. Je ne veux pas tomber dans... Mais sincèrement, c'est une polémique. C'est une polémique. J'ai vu la vidéo plusieurs fois. J'ai du mal à me prononcer. Maintenant, l'arbitre, il est beaucoup plus proche de l'action. On concède cela à l'arbitre. Mais lorsque vous voyez la vidéo, Franck, lorsque vous la voyez comme cela, c'est un penalty. Mais il faut peut-être être un ingénieur. Donc, dites que c'est un penalty. Non, je ne. Parce que vous dites que vous ne voulez pas dire que c'est un penalty. Vous ne voulez pas dire que ce n'est pas un penalty. J'ai revu la vidéo. J'ai revu la vidéo. Est-ce que c'est un penalty? Je dis que c'est un prétentieux de dire que c'est un penalty ou non. Voilà, je ne veux pas tomber dans ce truc-là. Maintenant, là où ça rajoute à la polémique, c'est là où moi, c'est surtout là où je n'ai pas été d'accord avec peut-être l'arbitre, où il estime que ce n'est pas une faute dans les 16 mètres, il se met sur la ligne, il laisse le ballon, ça au-delà de la ligne, mais au moment de tirer le coup franc, on voit pratiquement le ballon collé à la ligne des 16 mètres, alors que la règle dit que la ligne des 16 mètres fait partie des 16 mètres. Là, c'est là où ça rajoute à la polémique. Donc, voilà pourquoi je dis, moi, je ne voudrais pas faire partie de cette polémique-là. Donc, ça fait 3-2. Beaucoup de frustration également dans les rangs des Ahoué d'abord, quoi. Très bien. Ça fait déjà 2, voire plus. Sur le match Tambo à Gaza, on en a parlé. Sur ce match entre AS Togo-Port Gboulessou, la question de l'arbitrage est toujours d'actualité. On verra bien sur les prochaines journées. Messieurs les directeurs de match, vous avez un rôle important. Le président Akpovi a dit qu'il voulait un très beau championnat. Ça ne commence pas bien si c'est comme ça. Voilà. Alors, Grégoire Attignon, Kotoko entend un autogol, pour perdre ce match-là. Ah oui, et pourtant, Kotoko a fait un bon match hier. Vous savez que Kotoko avait perdu son deuxième match à Neho face à Gboulessou et donc l'équipe de Lavier voulait réagir dans ce match. Et d'entrée, quand vous voyez cette équipe-là, dès l'entame donc de la rencontre, c'est une équipe qui bouge énormément sur le terrain, avec un trio d'attaque composé de Kassenye Komla, de Nyonyoti Komla, Kouma Ambroise et puis de Degbe Mensan. Ils ont donné quand même de la sueur dans la défense de l'entente 2, mais cette défense aussi était bien en place avec le capitaine Adjessi Kofiche, et puis l'entente 2 par moment essayait donc de réagir grâce donc à Capo Junior et Moulede qui a eu quand même des opportunités hier, mais seulement que je me dis qu'il n'est pas encore physiquement prêt pour ce championnat parce qu'il a eu des opportunités. Il pouvait marquer hier, mais il ne l'a pas fait. Maintenant, en deuxième période, il y a eu cette action-là. Ce n'était pas aussi une action très dangereuse parce que oui, Akakpo avait le ballon, il a centré, il n'y avait aucun attaquant de l'entente 2, le capitaine voulait remettre le ballon à son gardien de la tête, mais finalement, en voulant remettre cette balle-là, il a finalement lobé son gardien et c'était donc l'unique but de la rencontre. C'était un peu décevant du côté des Porcs Épiques parce qu'à la fin, on a vu quand même la frustration, la déception du côté donc des joueurs, également des dirigeants et également du staff technique. Ça fait très mal lorsqu'on, dans ces situations, on marque contre son camp. C'est toujours difficile à accepter puisque Kotoko n'est pas bien placé. Ils n'ont pas de président. Ils sont en souffrance. Quand il parlait de dirigeants, je voulais poser la question. Ils sont en
souffrance. Il y a ceux-là qui dirigent quand même l'équipe à Dodo Valentin était au stade il est là. hier. Très bien. Et l'autre résultat de ce groupe A, c'est la défaite aussi de Orange Football Club face à SOTR qui engrange aussi son premier succès de la saison. Et pour l'une des rares fois, le groupe A marque plus de buts que le groupe B. Ça fait au total, on va dire, 14 buts contre combien déjà? Kegesola a marqué 10. Voilà. La pelouse en est pour quelque chose. Donc, ça fait 14 contre 10 pour le compte de cette troisième journée. Et dans le groupe A, B, justement, on a Asco et AS Bina, un partout. Unisport, non. D'abord, entre Kakadel et ACK, un partout. Prosper, les deux favoris se sont entendus pour faire ce match nul-là. Bon, on peut dire tout simplement que sur ces entrefaits, c'est un début de championnat où chaque équipe va vouloir certainement mettre les chances de son côté. Et en faisant ces deux sorties, on peut dire tout simplement que ACK d'un côté et ASCO de l'autre côté se suivent de près. ACK mené d'ailleurs par le troisième but de la saison de Sylvain Karango. Et on peut dire tout simplement que le plus grand challenger de ce groupe, c'est Kakadel qui va mener la vie dure à ces deux équipes-là. Maintenant, si le lendemain, ASCO ne s'en sort pas également, c'est dit tout simplement que chaque équipe joue sur le pas des deux équipes. C'est les adversaires à contrarier, à prendre donc au sérieux. Donc chaque match, quand j'étais à Kara, les uns les autres disent que chaque match pour eux serait des finales. Donc, étant donné des finales... Bien, ils ont le même préparateur. Voilà. Non, ces deux équipes sont proches. Non, mais vous savez que la prochaine journée, les deux équipes s'affrontent. Voilà. Il y a ce derby-là. Voilà. Oui. Donc, je me dis que quelque part... L'année passée, ils ont fait 3 matchs et ils ne se sont pas départagés. Oui. Très donc, bien. voilà. On va écouter Wadia Lantam au sortir de ce match contre Asco de Kara. Dernière journée, il fallait relever la tête. Et tout ce que j'ai demandé aux joueurs, c'est de jouer sur leur qualité. Je sais qu'ils en ont, d'oublier le match plus ou moins médiocre qu'ils ont fait la dernière fois. Et bon, faire un résultat, on ne va pas retourner à Pagoda avec une défaite quand même. Des occasions mettent en danger. Un attaquant qui vraiment est techniquement bon doit mettre au fond. Malheureusement, on a un attaquant qui est robuste, mais qui n'est pas trop technique. Et lui aussi, il a ses qualités, donc il faut le connaître là-dessus. Il arrive qu'il rate des buts, il faut toujours continuer à travailler avec lui. Avec le coach Wadia Lantam, à chaque journée face à Asco, le score est toujours de parité. C'est un secret? Non, il n'y a pas de secret. Vous connaissez la rivalité entre Asco et puis l'AS Bina, donc ce n'est pas du nouveau pour moi. Donc moi, je suis là seulement pour recadrer les jeunes et puis faire le travail qu'il faut. Wadia Lantam au sortir de ce nul contre Asco. En face, c'était le capitaine Nyama Akate. On savait que le match serait un match difficile. On s'est préparé pour ça, mais on pouvait gagner ce match. Vu la deuxième mi-temps, on avait mis beaucoup d'intensité pour remporter le match, mais on a aussi raté beaucoup d'occasions. Mais on n'est pas avec un point, c'est pas mal. En premier mi-temps, on n'a pas mis assez de rythme, mais ce qu'on a fait en deuxième mi-temps, c'était bien. On méritait de remporter ce match même. L'équipe adverse sait comment Asco joue, ils ont essayé de nous bloquer. Voilà, 30 secondes, messieurs. Comment peut-on expliquer ce nul entre les deux favoris? Ils se sont arrangés et puis ils ont été menés avant même de revenir au score. Bon, on va dire que les autres ont pris conscience, ont conscience qu'il y a deux grands. Parmi eux, les deux grands, c'est Asco et puis ACK. Et donc, à chaque fois que une des 6 autres équipes joue, on essaie quand même voilà, c'est une analyse que moi je fais. Et donc, Asco et ACK doivent s'attendre à des matchs compliqués. Et d'ailleurs, depuis là, ils ont des matchs compliqués. Voilà. Il ne faut pas qu'ils dorment sur leur laurier. Il ne faut pas qu'ils croient qu'à chaque match serait tellement facile. Ou bien, voilà, je pense aussi que moi, je mets toujours une pièce sur l'AS Bina. C'est avec le travail de SAP que fait Wadia Lantam. Et puis, côté Kakadel, je pense que c'est l'inconnu, hein, même si, voilà, Asco, ASK ont quand même de l'effectif, mais c'est cette équipe-là qui risque de faire, ou bien de jouer les troubles faits dans cette zone-là. Grégoire, vous? Il faut reconnaître que Kakadel n'est pas venu pour vite quitter donc, cette première division. Au moins le maintien. Au moins le maintien. Et donc, je crois qu'on joue contre le leader. Il va falloir tenir. Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Selon les informations, Kakadel
méritait même de gagner ce match parce que Cascagald a eu beaucoup d'occasions dans ce match, seulement que les attaquants n'ont pas été beaucoup plus réalistes comme ils l'ont été face à l'AS Bina, et c'est ça qui explique ce match nul là. Maintenant Asco, je me dis que il y a quelque chose qui ne va pas entre Asco et AS Bina. Ça a été toujours comme ça. La saison dernière c'était également la même chose. C'est difficile. Moi je crois qu'à la phase aller, ça a été difficile pour Asco de venir à bout de cette équipe de l'AS Bina. Abalodo a déjà prévenu que tous les matchs seront des finales. Oui. C'est très difficile. De toutes les façons, il n'a pas le droit à l'erreur, puisque son prédécesseur a fait le travail. Et les autres résultats, il y a Unisport, il faut dire 1-0. Et puis Sarah qui a perdu encore une fois à la recherche de la toute première victoire, bien du premier point de la saison. Le club de Bafilo a également perdu face à Semassi. 2 buts contre 3, 5 secondes. Non, il y a un aspect, c'est que les deux clubs, enfin, pratiquement ACK, alimentent les deux équipes voilà d'éléments, donc ce qui veut dire que quelque part eux-mêmes ils donnent les armes pour pouvoir se faire battre. Voilà. Alors on va rapidement terminer cette émission. Le tirage a été refait, hein. Malheureusement pour Lille ça ne change pas. Aïe aïe aïe, c'est toujours Chelsea. On a le Paris Saint-Germain, Real Madrid, Inter Milan, Liverpool, Villarreal, Juventus, Atlético, Manchester United, Benfica, Lisbonne, Ajax d'Amsterdam, Sporting Portugal, Manchester City et le Bayern qui tombe sur le Salzbourg qui profite finalement. Atlético a tout fait pour éviter le Bayern. Voilà. Merci Angelo Folico et merci Prosper Agboklou, Grégoire Attignon, Latifi Romain, merci Eloma Devon, Pélagie Mekoum. Allez, à bientôt.